tous, tentative number 3 pour avoir l'invitation, pour pouvoir inviter Régine Fournon, que nous accueillons pour son livre L'homme qui part aux éditions Nombre 7, avec une très jolie couverture d'un bateau. Régine, ah voilà, ça y est, je te vois Régine, donc c'est presque prêt, nous vous invitons d'autres followers à rejoindre, parfait. Alors Régine, je vais t'inviter, on va faire comme on a fait. Et voilà, ça fonctionne. Normalement, l'invitation est partie, Régine. Donc tout à l'heure, nous avions Brigitte qui nous suivait avec Maria Ward et pour le coup, on va voir si tout le monde arrive à se reconnecter. Alors Régine, je t'ai envoyé l'invitation. Normalement, dans tes messages. Super. Ah, ça a l'air d'aller là. On y arrive. On y arrive. Voilà. D'accord. Bien. Bon. Merci Marie de revenir et d'avoir rejoint la vidéo parce qu'en fait, et Brigitte aussi, super, merci beaucoup. Alors donc ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui sur le live d'auteur, donc on t'accueillait Régine, on se tutoie puisqu'on se connaît depuis un petit moment quand même. Bien sûr. Et donc pour l'homme qui part avec une très jolie couverture aux éditions Nombre 7. Alors ça c'est ton avant-dernier projet puisque tu en as un autre qui est en cours. Et Brigitte te dit bonsoir Régine. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et donc en fait donc moi à chaque fois pour ceux qui le voient pas, mais j'ai une petite fiche pour chaque auteur que je prépare à chaque pour pouvoir animer ces petites rencontres. Donc Régine, bon c'est pas ton premier ouvrage puisque moi je t'avais déjà reçu en café littéraire à l'époque de la librairie Tapuscrit. Oui. Je t'avais reçu pour Le diable était dans le miroir et Amour et des raisons, qui étaient tes deux premiers livres. Entre-temps, tu avais écrit un autre livre qui était Rendez-vous sur le site. Et Oui. là, en fait, qui était vraiment, vraiment intéressant dans le sens où tous tes bouquins, tous tes livres, toute ton œuvre est autour du témoignage. C'est vraiment du témoignage de vie, en fait. Hein. On est vraiment c'est pas de l'autofiction, c'est vraiment de l'autobiographie, en fait. Hein. Photographie. Voilà. Donc, je vais te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Donc, tu as été enseignante à Paris. Donc, tu es Oui. originaire du sud de Montpellier. Tu as été enseignante à Paris, puis psychologue. Et à la retraite, tu t'es consacrée à l'écriture. On peut dire que tu as eu une vie quand même extrêmement riche, hein, puisque tu as un parcours de vie avec des engagements personnels assez forts. Hein. Tu es une passionnée, je vais dire puissance 15. Et tu es très engagée. Et dans ta recherche d'absolu et ton parcours, on peut dire qu'il s'est fait notamment, c'était sur une biographie, au travers des hommes que tu as rencontrés dans ta vie, qui ont toujours eu une très grande importance et, donc que tu parles, hein, tu en parles hein, dans tes livres, notamment sur celui-ci, L'homme qui part, qui est un homme qui a énormément compté dans ta vie et qui est un livre témoignage, un livre hommage. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc ce livre, par rapport aux autres, je dirais que c'est un livre, pour moi, je l'ai lu, qui est un livre hybride parce qu'il mélange la poésie, il mélange le témoignage et il mélange les textes de cet homme qui part. Voilà. Des textes, des nouvelles. Et vraiment, il aborde plusieurs thématiques au-delà de l'amour. Ah oui, c'est mieux avec la lumière. Hein. Même mieux, oui, parce que je commençais à être un peu dans l'obscurité. Régine, es-tu avec nous? Et donc, tous tes ouvrages, sont en résonance avec l'amour, la passion, la sexualité chez les seniors, la psychologie surtout aussi, parce qu'il y a une espèce de recul qui est hyper intéressant dans tous tes ouvrages, avec une lucidité que je trouve remarquable. Et donc, dans ce dernier ouvrage, on parle d'amour. Oui. D'amour très fort. Hein,
d'âme sœur même, hein, je dirais. L'amour Mais oblatif, je dirais. C'est l'amour oblatif, celui qui ne demande rien. ouais. Et on parle aussi quand même de la maladie, de l'accompagnement, des difficultés du quotidien face Oui, à tout ça, et la oui. difficulté aussi du relationnel face à la maladie. Donc, moi, je voulais d'abord commencer un petit peu autour de ton parcours d'écriture. Est-ce que tu as toujours écrit? Est-ce que tu en es venu à l'écriture, tu es venu à l'écriture un peu plus tard? Comment s'est passée ta rencontre avec l'écriture? Ben, si je peux dire que j'ai toujours écrit, parce que même déjà toute petite, j'écrivais l'histoire de mes poupées au lieu de jouer à la poupée. Donc j'écrivais que mes poupées étaient des personnages qui s'étaient perdus dans la jungle et à qui il arrivait toutes sortes d'histoires absolument épouvantables, mais qui s'en sortaient toujours, bien sûr. Après, j'ai écrit un petit peu pour moi, je faisais mon journal intime, comme beaucoup de jeunes filles de cet âge-là. Hein. Je l'ai brûlé il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'une dizaine d'années que j'ai brûlé mon journal. Je voulais pas que quelqu'un tombe dessus quand je serai plus là. Et puis après, je me suis remis, j'avais écrit le livre dont tu as parlé, que j'ai appelé Mirage et des raisons, mais qui s'appelait autrement avant. J'avais 25 ans. Et puis, j'ai laissé tomber parce que je n'avais pas le temps. J'avais une vie très active. Et j'ai repris ça au moment de la retraite. C'est-à-dire, en gros, en 2016, j'ai recommencé à écrire. Voilà. Et depuis, j'ai pas arrêté. J'en ai écrit plusieurs, j'en ai remanié, j'en ai refait, voilà, et puis je continue. Alors, comment s'est passée justement cette approche de l'écriture une fois à la retraite, où on sait qu'on a tout le temps? Comment ça se construit? Est-ce qu'on se dit je veux écrire là-dessus, je veux parler de ma vie, je veux aborder tel sujet? Alors, ça s'est fait, je dirais, tout seul. Parce que dans un premier temps, j'avais repris ce premier livre qui racontait une histoire un peu bizarre avec une collègue que j'ai eue pendant quelque temps. Je me suis dit, bon, j'ai quand même eu une expérience de vie douloureuse, je dirais, qui était la naissance de ma fille, et dont j'ai voulu parler de ce qui s'était passé à cette époque-là, comment ça s'était passé. Voilà, j'ai voulu expliquer un petit peu ce qu'une jeune fille dans les années 60, quand elle se retrouvait seule avec un enfant, et comment c'était, à quel point on était mal vu, à quel point c'était mal vécu. Et ensuite, je montais à Paris. Et je montais à Paris toute seule, dans un endroit totalement inconnu, à l'hôtel, faire un métier que je n'aimais pas, institutrice à cette époque-là. Et voilà, j'ai voulu porter ce témoignage-là. J'en avais parlé un peu dans Le diable était dans le miroir, j'en ai Oui, reparlé un peu près dans d'autres livres, voilà. oui, oui, d'ailleurs, dans Le diable était dans le miroir, ce qui était fort, enfin, en tout cas, moi, ce que j'avais trouvé fort, c'est tout le parcours et le combat du moment où on est mère célibataire, avec le Oui, regard de la société sur le regard, enfin, sur les mères célibataires à l'époque, hein, parce que c'était oui. quelque chose qui était Ah, extrêmement c'était dur. très bien vu, oui, 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 c'était très, très dur. Elles étaient mal, enfin, c'était limite de la maltraitance, hein, oui, même au niveau oui, des familles, hein, il y avait un rejet, hein, j'étais à ce moment-là, oui. C'est vrai. et tout ce, Puisque j'étais dans une maison maternelle, c'est pas un secret, c'était sur Montpellier, et où vraiment on était considérés comme des moins que rien. Voilà. et oui, 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 c'est dans le livre, moi, ça m'avait beaucoup marqué Mm. parce que bon, j'avais vu un film à ce sujet que j'avais trouvé très fort avec Sandrine Bonner. Je sais plus Oui. le nom, mais qui est tiré de faits réels en plus, hein. Mm. Et on se dit, mais mon Dieu, en fait, il n'y avait pas à l'époque toute cette éducation qu'on a aujourd'hui où on est au courant, il faut se protéger. Oui, Et en 36, il n'y avait pas de pilule, il n'y avait pas de protection, il n'y avait pas grand-chose, hein. Voilà. Donc, Et on se retrouvait seul avec un enfant. Et là, en fait, est venu le fait de vouloir faire ce métier d'institutrice pour subvenir aux besoins de son enfant. oui, pour élever ma fille, oui. Voilà.
Et donc, et puis ensuite, il y a eu Amour et des raisons, et puis après Rendez-vous sur le site, bien plus tard, hein, que j'avais lu, qui était moi qui m'avait beaucoup fait sourire, parce que c'était ça évoquait en fait toutes les rencontres sur des sites internet, et c'est effectivement des débats que je peux avoir avec des personnes qui sont effectivement célibataires, qui sont inscrites Oui, sur des sites où on parle un peu de supermarché en fait, de oui, tout à fait. Oui, c'était un peu un pamphlet hein, quand j'avais écrit ça. Après, oui je l'ai oui repris dans un autre livre, le livre qui a servi de support à l'émission que j'ai fait sur Europe 1 d'ailleurs, où je d'accord. parlais de la sexualité des seniors, qu'est-ce que ça voulait dire rencontrer quelqu'un, enfin, etc. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai continué à écrire parce que finalement, mon expérience était relativement riche. Je me suis dit que ça pouvait servir. Ouais. Euh, c'est pas du tout du narcissisme, c'est pas du tout pour étaler ma vie privée, loin de là. Euh, je, disons que les témoignages que j'ai reçus, c'était surtout des dames surtout, qui me disaient ah mais madame j'ai vécu ce genre de choses, ah mais moi aussi ça m'est arrivé et on a pu engager des conversations là-dessus qui étaient très riches. Et c'est Et oui, ça que j'ai recherché en écrivant. et oui, parce que quand on avait discuté ensemble, moi je t'avais posé la question, mais qu'est-ce que tu souhaites transmettre à travers ton écriture, Oui, au-delà du témoignage, toi, mais en quoi ça peut servir à l'autre, et la dimension thérapeutique aussi que tout à l'écriture peut fait. avoir. Tu Oui. peux nous en parler davantage par rapport à ça ou Alors, la dimension thérapeutique, elle existe. D'ailleurs, je dis souvent à des gens qui n'osent pas écrire. Il n'y a pas très longtemps, je me retrouvais dans une librairie. Il y a un monsieur, un jeune homme qui est venu et qui m'a dit, oh, vous savez, moi, j'aimerais bien écrire aussi. Ben, j'ai dit, écrivez. Et il m'a raconté deux ou trois choses sur sa vie, mais je lui ai dit, écoutez, vous savez bien que l'écriture, c'est thérapeutique, que l'écriture, ça permet de mettre un peu de distance avec ses émotions, de mieux les comprendre et de faire comment dire, et d'en parler. Si vous n'allez pas voir un psy, vous allez peut-être avec l'écriture arriver à vous retrouver beaucoup mieux. Et il m'a dit, je vais le faire. Il y a quelque temps, je l'ai rencontré. Je lui ai dit, alors l'écriture, il m'a dit, j'ai écrit 10 pages. eh ben, Donc c'est j'espère qu'il bien. va continuer. Voilà. Euh, donc quand tu passes en mode écriture, Hmm. comment ça se passe? Est-ce que tu t'accordes un rendez-vous avec toi-même? Est-ce que tu te donnes des objectifs d'écriture? Est-ce que tu écris en musique? L'écriture libère, nous dit Brigitte. Alors, pas du tout. J'ai absolument aucun rituel, rien du tout. Il y a des moments où j'ai envie d'écrire, puis des moments où je n'ai pas envie. Donc, je suis mes envies. Par contre, les livres, ils sont dans ma tête avant qu'ils soient écrits. C'est-à-dire que j'y pense beaucoup. Quelquefois, je prends des notes, pas toujours, mais souvent, je prends des notes. Et puis, quand je sens que c'est assez mûr, eh ben, je commence à écrire. Voilà. Mais il n'y a pas de rituel particulier, ce n'est ni le soir ni le matin, ça dépend des moments. Ça peut être la nuit, ça peut être dans la journée, ça peut être à peu près n'importe quand. Oui, c'est l'avantage quand il y a moins de contraintes professionnelles, de Ah pouvoir oui, être libre dans son, dans son j'ai action d'écriture, en oui, fait. j'ai le temps, oui, bien sûr. Donc, dans L'homme qui part, euh, Oui, je voulais en parler. Donc c'est l'histoire d'une rencontre. Et oui. je voulais savoir un peu comment tu avais réfléchi le découpage de cet ouvrage. Parce qu'en fait, il y a vraiment, on attaque sur une citation. Bon, il y a le prologue. Après, on attaque sur une citation de France Gall qui est qui correspond à la chanson évidemment. Et D'accord. puis, on attaque sur L'homme irréel, qui est un poème que tu as fait, Hum. très très beau. Et on passe sur le chapitre 1. Et au fil des chapitres, il y a des morceaux d'écriture de cet homme. Hein. Est-ce qu'on peut le nommer, Oui, bien sûr, René, oui. René, Hum. de ce que lui a écrit? Alors, c'était un homme euh, un peu exceptionnel quand même, qui a eu une Tout à vie. fait exceptionnel, oui. Mhm. Ben, Ouais. si tu veux, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un site de rencontre, mais c'est le seul.
seule personne que j'ai rencontrée sur ce site-là. Hein. Et puis c'était pas du tout dans mon optique de chercher quelqu'un. Bon, voilà, bon, je l'ai trouvé, on s'est écrit, on s'est rencontrés, on s'est plus. Voilà, ça a été tout simple. Mais j'ai vu tout de suite que j'avais affaire à quelqu'un qui était vraiment hors du commun, qui était différent du commun des mortels. Et là, si je peux en dire un petit mot, Pascal, là, comment? Bien sûr, tout à fait, Voilà. oui. En fait, c'est quelqu'un qui venait d'un milieu modeste et qui est devenu un patron. Mais c'est quelqu'un qui a vécu dans le désert, qui a vécu dans la solitude, puis qui s'est attaqué, je dirais, au milieu artistique un petit peu, puis qui, après, ben, il a racheté une vieille, disons, une vieille entreprise qui n'en pouvait plus, et il s'est mis à créer des choses. Et en fait, il a créé des machines, il n'avait jamais appris. Il avait en tout et pour tout un CAP de chevronnier, c'est tout ce qu'il avait. Et il a créé ces machines, il les a exportées dans le monde entier. Il a été connu, bon, un petit peu en France, dans le Midi, hein, mais il a été surtout connu à l'étranger, entre autres en Russie. Il a rencontré un certain nombre de personnes exceptionnelles. Et comme je dis, euh, il a eu un père adopté, puisque lui aussi était un enfant de l'amour, comme on dit, un enfant qui avait une maman et qui n'avait pas de papa. Et un jour, il a été adopté par quelqu'un qui lui a donné son nom. Et comme je dis, il a porté ce nom très haut puisqu'il l'a porté jusqu'à l'Élysée. Puisqu'il a été découvert par François Mitterrand dans les salons de l'Élysée pour son entreprise, qui était une entreprise d'une dizaine de personnes, mais qui a été classée parmi les meilleures de France. Mais ce n'était pas tout. C'est aussi quelqu'un qui a écrit des chansons magnifiques, dans le style entre Brassens et Perret, on me dit, pleine d'humour, et qui a fait des tournées, qui a eu beaucoup de succès. Il a aussi écrit un livre, il était en train d'en faire un autre qui n'a pas pu finir, avec des idées quelquefois farfelues, quelquefois extraordinaires. Vous n'étiez pas toujours d'accord hein, dans le livre Non. qui, Voilà, non, on n'était pas. Alors, c'est vrai qu'on n'était pas toujours d'accord, hein, loin de là. Hein, il avait une très forte personnalité, un caractère extrêmement compliqué, avec quand même pas mal de troubles au niveau psychologique, que j'ai essayé d'analyser un peu, mais sans vouloir porter des diagnostics. Bon, après les diagnostics, ils ont suivi, hein. Mais voilà. Je sais plus, quand je l'ai rencontré, il vivait dans un bateau. C'était pas tellement, alors qu'il avait eu une maison qui faisait 200 mètres carrés, je crois, en fait, dans le temps. Bon. Et puis, bon, petit à petit, on a eu, disons, un compagnonnage, je dirais, un compagnonnage qui a été, sur la durée, ça a duré 7 ans. Voilà, en gros 7 ans. C'est une très belle histoire. Voilà, c'est une très belle histoire et je dirais que je me suis même pas rendu compte au moment où je la vivais, mais comme dit Prévert, hein, c'est le bonheur, on sait quand il a fermé la porte, on sait que c'était le bonheur. Mais on a eu une très belle histoire qui n'a pas été facile du tout, ni pour lui ni pour moi, mais qui a été solide, je dirais. Bon, quand on me lit, on peut se dire, mais mon Dieu, elle s'est sacrifiée. Non, non, c'est pas vrai, je me suis pas sacrifiée parce que lui, il était vraiment à mon écoute aussi, même si c'était très difficile de discuter avec quelqu'un d'aussi fermé à certaines choses. Mais bon. Oui, dans le livre, moi ce que j'ai retenu, c'est qu'il avait des idées bien affirmées et que Oui. pour je dirais qu'il fallait toute la finesse du psychologue pour lui faire prendre conscience du regard qui pouvait être différent en fait. Oui. Et c'était c'est vrai que moi parfois je trouvais qu'il avait un comportement un petit peu dur, hein. Oui. Et pour accueillir ça en tant que femme, parce que c'est pas toujours évident. Non, c'était pas évident. Et en même temps, il y a la maladie qui est au milieu, qui s'installe petit à petit.
Et en fait, à un moment donné, il peut plus être sur le bateau et donc il a changé plusieurs fois d'établissement. Oui. Oui. J'imagine que dans l'accompagnement, ça doit être épuisant et pour la famille et pour la personne aimante. En fait, c'est quelqu'un comme je lui avais dit si j'écris un livre sur toi un jour, il espérait bien que je le ferais. Hein. Peut-être pas dans les mêmes conditions, mais en fait, j'ai dit si j'écris un livre sur toi un jour, ça sera l'homme qui part. Et je lui avais dit parce que tu pars. Il était jeune, il est parti dans le Sahara, après il est parti au Gabon, il est retourné dans son village, il est allé à Marseille, après il est parti à un autre endroit, il s'est marié, il a eu ses enfants, il est reparti encore dans son village. Et puis dans les dernières années de sa vie, il a quitté le bateau qui n'en pouvait plus. Il est parti dans des hôpitaux, puis dans des maisons pour seniors, puis dans un appartement, puis enfin voilà, j'en ai même perdu le compte tellement voilà. Et les dernières années de sa vie, il les a vécues dans une résidence senior et les 9 derniers jours dans un EHPAD. Donc disons qu'il a énormément bougé, mais c'était dans sa nature, c'était quelqu'un qui bougeait tout le temps. Alors, il y a un passage qui est émouvant, je trouve. C'est la rencontre, quand tu évoques sa rencontre avec ce singe, en fait, euh, il avait un singe, en fait, hein, qu'il avait Hein? adopté. Un singe. Oui, oui. Alors c'est vrai que bon, c'était un moment, il était au Gabon. D'ailleurs, j'ai retranscrit ce qu'il a écrit pour un concours que nous avions fait tous les deux. Hein. Bon, ça c'est un texte qu'il a écrit, il écrivait très bien. Euh, Perdu dans le désert. il était au Gabon et il a travaillé pendant quelque temps avec le docteur Schweitzer, qui était à l'époque quelqu'un d'absolument extraordinaire, qui était allé soigner les lépreux. C'est René qui a fait le toit de la léproserie du docteur Schweitzer. Enfin, qu'il n'a pas fait, mais qu'il a arrangé, qu'il a aménagé. Hein. Bon, ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et à ce moment-là, il avait recueilli un petit singe que sa mère avait dû servir de nourriture aux gens de là-bas. Et ce singe qu'il a appelé Jules, comme il dit, a été son meilleur ami. Il disait toujours que c'était vraiment le seul, l'unique, le grand ami qu'il avait eu dans sa vie. C'était ce singe qu'il n'a pas pu, enfin qu'il a essayé d'amener en France, mais c'était une mauvaise idée. Après, il n'a pas trop su ce qu'il est devenu. Il l'a confié à un zoo, mais enfin, voilà, il en a gardé une culpabilité très profonde de n'avoir pas pu continuer à être ami avec ce singe. Ah ouais, mais en fait, parce que je pense que c'est dans son contexte de quelqu'un qui bougeait tout le temps. Voilà. C'était, je pense, enfin moi, en tout cas, comment c'est retranscrit dans le livre, je vois cet animal comme un point d'ancrage pour lui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça a été un point d'ancrage pendant quelque temps. Et il n'empêche qu'il l'a abandonné aussi, comme il a fait avec tout le monde, je dirais, sauf moi. Tout le monde sauf moi. Ben oui. Et oui, parce que tu l'as accompagné jusqu'au bout. Donc, j'étais sa dernière histoire. Et je suis heureuse de ça, d'avoir été cette dernière histoire. Alors moi, ce que je trouve admirable, c'est que jusqu'à la fin, il a eu sa fierté et Ouais. son petit dernier mot, en fait, hein, toujours. Hein. Oui, toujours. Il y a pas, alors il y a de très beaux poèmes dans ce livre. Moi, il y a un passage qui m'a particulièrement euh, ému. C'est le passage avec le moineau Oui, sur la face des deuils. Et j'ai trouvé ça hyper fort parce que ben, je pense que c'est pas anodin et que non, on c'est pas le problème. peut pas expliquer tout et qu'à un moment donné, il se passe des choses. Oui, alors c'est vrai que je tiens beaucoup à ça. D'ailleurs, la plupart de mes amis m'en ont parlé, hein, de ce passage, parce qu'il se trouve que euh, je suis agnostique, hein, plutôt. Mais je pense que tout est possible. Bon, alors je m'intéresse beaucoup à la spiritualité. Lui était quelqu'un qui était très croyant. Il disait toujours que c'était lui qui décidait. Lui, il décide. C'est lui qui décide du jour de ma vie, le jour de ma mort, et c'est lui qui viendra me chercher. Enfin, voilà, il était très croyant.
Et il se trouve que je me suis aperçue qu'après, ce genre d'histoire arrivait à beaucoup de jeunes, à le deuil. Et ça, je ne savais pas à ce moment-là. Il se trouve que dans les religions, on dit que 40 jours après la mort d'un défunt, ils viennent dire au revoir pour de bon. Et ce jour-là, moi, j'y avais pensé, je m'étais dit, bon, oui, bon, d'accord. Et il m'est arrivé quelque chose d'absolument magique, c'est-à-dire que c'était 9h30 du matin, j'étais sur sur mon ordinateur avec le salon, enfin la porte était entrouverte, et il y a un oiseau, un tout petit oiseau, un moineau, je pense, oui, qui est arrivé et qui est rentré chez moi, et puis qui avait l'air très décidé. Et puis il est arrivé, il s'est perché sur mes cheveux. Alors j'ai fait en sorte qu'il soit pas sur mes cheveux. Il s'est perché sur l'ordinateur. Après il s'est mis sur mon fauteuil. Et je me demandais ce que faisait là ce petit oiseau. Il est venu et il s'est mis sur mon épaule droite. Et il y est resté. Je ne sais pas combien de temps, pas longtemps bien sûr. Hein. Il y est resté et je l'ai caressé, ce petit oiseau. Je l'ai caressé et je me suis dit, c'est un signe, c'est pas possible autrement. Et, et après, bon, eh ben, je l'ai pris, je l'ai mis sur ma main, je lui ai dit au revoir et je l'ai relâché. Et à Et ce moment-là, est-ce que tu savais la légende, enfin l'histoire je que savais pas que ça existait vraiment. Après, il y a des gens qui m'en ont parlé de ça, enfin, j'ai regardé un peu sur Internet, puis j'ai eu des amis qui m'en ont parlé aussi. On dit oui, mais on sait que souvent, c'est des oiseaux, c'est des plumes, une dame me parlait comment ça s'appelle? Pas les scarabées, les coccinelles. Voilà, elle parlait des coccinelles. Elle disait quelque chose, un petit animal, quelque chose qui est symbolique, ben, qui se présente. On ne sait pas comment, voilà, ça se présente. Et c'est vrai que il y a aussi des choses qui sont assez extraordinaires là-dedans. Par exemple, le, enfin, il est mort un vendredi 13, ce qui est quand même assez extraordinaire. Bon, il est mort un vendredi 13. Et tous les vendredis 13, pas tous les vendredis 13, mais tous les 13 du mois pendant presque un an, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose en relation. C'est-à-dire que déjà, quand il était question de son enterrement, j'étais sur mon ordinateur, je regardais l'endroit, enfin je regardais l'itinéraire pour aller dans ce village que je connaissais pas. J'ai éteint mon ordinateur et mon ordinateur, tout d'un coup, l'itinéraire s'est affiché en grand sur l'ordinateur alors qu'il était éteint. Et à tel point que je me dis, mais oui, je viens. J'ai dit, mais oui, je serai là. J'ai fait comme ça. Puis je me suis dit, mais ça va pas là, il y a quelque chose de bizarre dans l'histoire. Et puis, j'ai écrit un autre livre entre-temps hein, qui devait sortir, un livre sur ma petite enfance à Béziers. Et ce livre est paru juste ben, le jour de sa mort. Le jour de sa mort, ce livre est arrivé. Donc, alors que je ne savais pas quand est-ce qu'il allait arriver. Hein. Voilà. Il y a aussi un monsieur que je connais qui est un poète que j'aime beaucoup, qui écrit des choses magnifiques, qui a écrit un poème qui a été mis en musique par un super musicien aussi. Ils ont fait une chanson sur la Camargue, puisque ça se passait en Camargue, et cette chanson est arrivée aussi à une date qui était symbolique. Voilà. Donc il s'est passé plein de choses de ce genre où je me disais c'est pas possible, il y a quelque chose. Voilà. Alors je me dis c'est mon inconscient qui s'amuse à me jouer des tours, peut-être, ou alors peut-être qu'il y a du vrai, j'en sais rien. Peu importe. C'était bien. Est-ce que ce livre t'a permis d'accélérer le processus de deuil? Oui, oui, bien sûr. Et je l'ai écrit en 9 mois. 9 mois de temps. Le 9e mois, je l'ai envoyé à l'éditeur, donc à Nombre 7. C'était un accouchement et c'était une manière de faire le deuil. Après, ça a été, je dirais pas que c'est moins dur, mais disons que c'est plus serein malgré tout. On est plus serein après. On fait le deuil quand même. Sur la phase de deuil,
Tu as commencé à écrire de suite ou tu as écrit Oui, plus tard? tout le temps. J'ai les poèmes, entre autres. J'ai écrit les poèmes tout de suite. Je les avais mis en ligne, d'ailleurs, pratiquement tous les jours, enfin, tout le temps, hein. D'abord les poèmes, après j'ai commencé à écrire l'histoire, après voilà, mais ça, je m'y suis mis tout de suite. J'en avais besoin, c'était vraiment un besoin. Alors, Brigitte nous dit phénomène étrange, douleur moins aiguë. Oui, la douleur est moins aiguë. Il y a une espèce de sérénité qui se crée. Euh, comment dire? Bon, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques moments un peu difficiles, ça c'est évident. Mais on n'est pas on n'est pas ami avec un génie sans qu'il se passe quelque chose. C'était un génie. Je le dis comme ça. C'est bête de dire les choses comme ça, mais c'était un génie. C'était un HPI. Hein. D'ailleurs, il avait un quotient intellectuel très au-dessus de la moyenne, une façon de fonctionner pas comme tout le monde. Fallait suivre. Euh, des attitudes très, très, très problématiques au niveau des femmes, c'est sûr. Et, C'est retranscrit dans le et livre. c'était quelqu'un qui était très admiré et très détesté par certains aussi. Voilà, il ne laissait pas indifférent. Donc, il fallait, me suis dit qu'il fallait que mon livre n'est pas du tout à la hauteur, hein, mon livre, à ce point de vue-là. Je l'ai relu plusieurs fois, j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas, que j'aurais dû faire autrement. Enfin, bon, mais ça fait rien. Bon, c'était le premier jet. J'ai pas voulu changer ce que j'avais écrit au début. Alors, qui a choisi la première de couverture? Alors, moi, j'avais dit à Christophe Laondès, donc mon éditeur, je lui avais dit, je voudrais, et il m'avait dit, tu veux parler d'eau et de bateau? J'ai dit oui, il faut que ce soit un bateau, faut que ce soit sur l'eau, mais il faut que ce soit un vieux gréement, parce que je parle de quelqu'un de vieux, quelqu'un qui est mort à 89 ans. Donc, je voulais que ce soit quelque chose en ce genre. Et merveilleusement, j'ai oublié le nom de la graphiste, que je crois que je l'ai jamais rencontrée. Elle m'a fait une couverture que j'ai adorée et que la plupart des gens adorent. C'est sûrement Alors, un des problèmes. normalement, le graphiste, il doit être, elle doit être nommée quelque part dans le livre. C'est ce bruit-là. Oh, putain. Je n'entends plus. Ah, ça y est. C'est fini. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, c'est parce qu'on a parlé de la graphiste. Oui, Euh, donc, est-ce que ce livre est disponible en numérique? oui, oui, oui. Sur Amazon, une état numérique, sur Babelio, je crois aussi, enfin un petit peu partout. Et oui, oui, il est en numérique un petit peu partout, et sur le site de l'édition aussi. Oui. D'accord. Et donc, comment s'est passée ta rencontre avec les éditions Nombre 7? Eh bien, ça, c'était après avoir écrit mes aventures sur un site. Ah, la graphiste s'est manifestée. J'entends, je vois. Je sais pas, ça doit être ça. Alors oui, j'arrive pas à me rappeler son prénom, mais bravo, bravo, je lui dis parce que c'est vraiment chouette. Oui, après mes pérégrinations sur les sites, j'ai voulu faire un vrai livre parce que celui que j'avais fait, c'était plutôt un amusement. Donc j'ai fait un livre où j'ai parlé de la sexualité des seniors, en fait, voilà. Et je me suis demandé à qui je pourrais donner ça parce que c'est un livre érotique et que j'osais, moi, une femme, écrire un livre érotique, c'est pas évident du tout. En général, ils sont plutôt écrits par des hommes. Et donc, j'ai trouvé Nombre 7, je me rappelle plus très bien comment, un peu comme ça à l'aventure, j'ai trouvé, j'y suis allée, puis ça a marché. J'ai rencontré Gilles Arnoux, qui était le directeur aussi, en même temps que Christophe. Et donc, il m'a pris en main, et puis il a trouvé ça intéressant, et puis voilà, puis ça s'est fait comme ça. Et depuis, je suis fidèle à eux, parce que ça se passe très bien, voilà.
Ok, super. Et donc là, on peut le trouver sur Amazon, aux éditions Nombre 7. Oui, J'imagine qu'on peut le trouver à la puis FNAC, à puisque la FNAC, alors on peut le commander en librairie, chez Cultura, enfin, ça met un peu plus de temps hein, quand on commande, mais sinon, partout, comme n'importe quel livre. Bon, il n'est pas dans les rayons des librairies hein, en général, comme la plupart des livres d'auteurs pas très connus, hein, pas connus du tout d'ailleurs. Mais bon, est-ce que, Régine, tu souhaiterais nous lire un petit passage que tu aurais choisi de ton livre ou un poème? alors ça serait peut-être plutôt le poème qui parle de lui, parce que ce que j'ai écrit au début, parce que je l'ai appelé l'homme irréel, parce que c'est vrai que c'était quelqu'un d'irréel quelque part. Voilà, C'est mais un je joli peux te lire poème. le poème, je peux lire le poème. Ouais, allez. Alors, l'homme irréel. Sur le pont du bateau, il contemple, immobile, un vol de cormorans qui envahit le ciel. Les canards, des aigrettes, des mouettes indociles entourent de nuages son monde originel. Il voit les yeux fermés, entend sans écouter, l'espoir est son moteur, l'utopie sa richesse. Il s'accroche à ses rêves et les fait partager, faisant confiance à Dieu qui jamais ne le laisse. Quand il a mal aux autres, mal à la société, quand un doute sournois lui parle de faiblesse, quand d'un bel idéal il se fait chevalier, il brandit comme un glaive un drapeau de sagesse. Il ne sait où il va, mais il poursuit son chemin. Il joue à la pétanque, invite ses amis, écrit pendant des heures, chante en alexandrin. Ne le provoquez pas, car c'est un insoumis. Il parle d'amitié, de valeur, de courage, de sa vie africaine et des cadeaux bénis que l'univers lui offre, à présent qu'il a l'âge de savoir qu'un beau jour, il a eu du génie. Son destin est jonché de pierres précieuses que l'affection des siens a posées sur son front. Il a fait des rencontres bien souvent merveilleuses, a créé des machines, des livres et des chansons. C'est un ami charmant aux humeurs facétieuses, un compagnon qui fait de tous les jours dimanche. Mais lorsque l'amitié redevient amoureuse, le vieux lion rugit sous sa crinière blanche. C'est un homme irréel, fait de feu et de sable, un poète distrait, un prophète distrait aux désirs infinis, un constructeur de songes souvent insaisissables, un musicien des mots en quête d'harmonie. Ton copain, c'est Coluche, le mec que tu tutoies, Brel, Ferré, et aussi l'anarchiste, c'est toi, que ta guitare honore sur le bout de tes doigts. Un jour, je chanterai du Brassens avec toi. Et je pense que ça le décrit très bien. Je crois que ça le décrit très bien. Voilà. C'est un très très beau texte qui vraiment met en introduction tout le livre et où après, tout est. Je peux pas trop. Bon, j'invite les gens à le lire en fait, puisque c'est un bel ouvrage. Et je voulais savoir quelle était ton actualité beau condensé poétique de l'homme. Nous J'ai dit pas Brigitte. compris. Moi, j'ai pas Euh, compris. Brigitte nous dit beau condensé poétique de l'homme. Ah, merci, c'est gentil. Et moi, je voulais savoir quelle est ton actualité justement par rapport au Salon du Livre, par rapport à Ah, la sortie de tes prochains ouvrages. alors, par rapport à ce livre, je dois le présenter à Radio FM Plus avec Nathalie Bouli. Oui, Euh, Par contre, actualité, j'ai l'autre livre, celui qui s'appelle De l'amour en écriture, qui est le livre érotique sur lequel reposait l'interview que j'ai donnée. Je serai reçue pour le 14 février par Régine Daube-Courcédel, qui est à la Maison Rosa Parks, qui m'a invitée. Et puis, je dois aller chez Cultura début mars, exactement. Après, je sais pas trop. Après, il y aura d'autres salons. J'en ai fait beaucoup à un moment, maintenant un peu moins parce que j'ai quand même été un peu fatiguée, puis je commence à avoir un certain âge aussi. Hein. Donc, voilà. Et puis sinon, j'ai mon autre livre donc qui est celui-là, donc je peux montrer qui s'appelle comment on le met comme ça, comme ça. qui s'appelle C'était à Béziers où je parle de ma petite enfance à Béziers.
Ouais. Ma petite enfance, donc c'est vrai que je l'ai écrit pour montrer un peu comment était la vie d'une petite fille, surtout une petite fille bâtarde comme je l'étais, dans une ville de province dans les années 45-50. Voilà. Oui, parce Et là, qu'en fait, je fais le lien avec Le diable était dans le miroir où tu en parlais déjà un petit peu. parler déjà un peu, mais là, disons que j'allais dire j'ai délayé. Non, j'ai approfondi un petit peu, disons, le côté social, disons, par exemple, mon éducation très catholique, dans une école libre, le poids de la tradition, euh, le poids d'une éducation très, très rigide. Enfin, voilà, j'ai voulu parler un petit peu de ça. Voilà. Et puis, Et le dernier qui vient de sortir, c'est un clin d'œil. Je me suis amusée. Ça s'appelle OK Boomer. Donc les boomers, donc c'est moi, hein, c'est nous. Ce sont les gens du baby boom, les gens qui sont nés dans les années 45-50 ouais, et qui, on le voit, oui, et ouais, qui là aussi il y a un beau graphisme aussi. ouais, les couvertures sont chouettes, hein. Elles sont magnifiques, vraiment magnifiques. Et donc, je parle des gens de cet âge-là, comment ils se comportent. J'en ai mis un ou deux en ligne actuellement sur Facebook, et puis je vais en remettre d'autres. Et puis, je parle aussi de quelques personnes qui ont émaillé ma vie à un certain moment, de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, et des lettres que mes enfants risquent de retrouver quand je ne serai plus là. Voilà, des gens qui s'en vont aussi, voilà. Donc c'est un hymne un petit peu aux gens âgés, voilà. Alors, moi, ce que je trouve formidable, Régine, c'est que euh, ton écriture, en fait, elle est dans le temps. C'est-à-dire qu'elle est à l'instant T, elle est dans un témoignage. Et ce que je trouve formidable, c'est que tu arrives à faire le lien avec une époque, enfin, que nous, on n'a pas connue, qui était quand même assez rigide. Dans les années Oui, 50, être une enfant euh, moi j'étais une enfant naturelle, comme on disait à l'époque. naturelle, mais avec un papa qui quand même, tu étais quand même en lien avec ton père. J'étais en lien avec mon père et je ne savais pas qu'il était mon père quand j'étais petite. C'était quelqu'un de un notable biterrois, voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai dit, qui ne pouvait pas me reconnaître de toute façon, parce Parce qu'à qu'il était l'époque c'était marié. pas possible, il était marié. Et, et donc vivre avec le poids du secret, le secret que je n'ai pu dire en parole, dont je n'ai pu parler vraiment à mes amis, même les plus proches, qu'après 40 ans. Tellement l'interdit était tellement fort, même si tout le monde le savait. Mais moi j'ai su qu'il était mon père, mais petit à petit, comme ça. Mais bon, un monsieur qui venait tous les jours voir ma mère, qui me parlait, qui s'occupait de mes études, enfin bon, voilà. Euh, Et dont j'avais très très peur parce que il était imposant, voilà, il était magnifique, il était imposant. Alors je suis tout à fait la personne qui dont on peut parler pour les complexes d'Oedipe. Hein. C'est fini maintenant, mais enfin, encore que ça dure toute la vie ces choses-là. C'est-à-dire mon père était l'homme de ma vie, à aimer, détester, adorer, aduler, haï, relation très passionnelle. Voilà, et ça a été comme ça jusqu'au bout. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur ton enfance, ça a eu un impact sur le métier que tu as exercé plus tard en tant que Ah, psychologue? oui, alors je vais même dire, c'est au moment où j'étais enceinte et au 36e dessous et abandonnée que tout d'un coup j'ai reçu une pub d'un institut de psycho qui s'appelait l'ICH, je ne sais pas si ça existe toujours, et qu'en lisant leur truc, je me suis dit, voilà, c'est un jour, si je survis, si je suis toujours là, c'est ça que je veux faire. Et je suis arrivée à le faire au bout d'un certain temps. J'ai mis plus de 10 ans à y arriver, mais j'y suis arrivée. Tu es restée institutrice pendant 10 ans, hein, je crois, hein, 10-12 Je ans. suis restée instite à peu près 10 ans, oui, 11 ans, quelque chose comme ça, et tout le reste du temps, j'ai été psychologue. Hmm. Voilà. Donc, j'ai travaillé
bien sûr au sein de l'éducation nationale, mais aussi dans des CMP, voilà, j'ai fait différentes choses. Et aujourd'hui, par rapport à tous ces jeunes là qui sont derrière les écrans et qui ont du mal à nouer des relations, comment dire, amoureuses Hum. concrètes, puisque les écrans, toi, comment tu te positionnes là-dessus en tant que, ben justement, en tant que psychologue, et toi qui es dans la vie, dans la vraie, quoi, en fait, hein. Moi, je dirais, en tant que psychologue, je pense qu'il y a des gens qui se trouvent, qui se rencontrent. Je disais, comme dans les films de Lelouch, hein, on est quelque part et un jour on se rencontre, comme par hasard. Ou alors c'était écrit quelque part, ou alors c'est les synchronicités. Bon, par contre, de mon expérience, c'est très souvent très décevant. C'est très, très décevant la plupart du temps. Mais de temps en temps, il y a des pépites. Comme ça, de temps en temps. À vrai dire, moi, quand j'ai quand même été mariée, enfin, en couple 26 ans, mariée les 4 dernières années avant la mort de mon mari, on s'était rencontrés sur le Minitel. À Ah l'époque, il y oui. avait le Minitel. On était très nouveau, c'était très nouveau et on avait discuté sur le Minitel. Et donc, on était très précurseurs à cette époque-là. Bon, après, bah, il y a eu Internet, il y a eu tout ça. Bon, c'est vrai que maintenant, il y a tellement de moyens de communication qu'on ne sait plus trop de quel côté on se disperse complètement. Donc, c'est vrai que rencontrer des gens avec qui on soit vraiment en correspondance, ça peut arriver, mais c'est pas toujours évident. Et puis souvent, ça dure pas. Ça dure pas parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, hein. Que ce soit de côté homme ou côté femme. Je dirais plutôt côté homme d'ailleurs, mais enfin côté femme aussi. Euh, Par rapport à justement à ton ouvrage Baby Boomer là, OK Oui, Boomer, les rencontres de Régine sont dans l'air du temps, mais complètement. Moi, j'ai envie de dire que tout à fait. presque tu étais enfin tu es toujours avant-gardiste en fait, hein. Tu es Bon, une c'est très drôle précurseur parce que de plein de je me choses. suis rendu compte de ça il y a même très longtemps où je m'étais dit c'est bizarre, tiens, je fais ça, ben, tout le monde en parle, c'est curieux. Et puis je m'aperçois, je suis à la mode, je le fais pas exprès. Je suis à la mode, et je ne fais pas exprès. Comment se comportent les boomers alors dans ton livre? Un exemple? Un exemple, les boomers. Alors, bon, je vais parler les boomers. Je vais parler de ce qui m'avait, dont on parlait justement, des, des rencontres, des rencontres. Les autres, il y en a qui sont un peu, où est-ce que je Et vais? oui, parce que ce que les jeunes oublient aujourd'hui, c'est que les personnes âgées ont été jeunes et restent jeunes dans leur tête aussi, hein. Et, Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai écrit un poème. Je vais le lire un petit peu parce que c'était un peu pas ironique, ben, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu tendre, mais d'un peu drôle en même temps, hein. Alors, il y a plein d'autres choses dans ce genre. Il y en a qui sont bons. Mais j'ai dit la rencontre. C'est une dame. Madame aujourd'hui a mis sa belle robe, vernis et rouge à lèvres, quelques bijoux aussi. Elle est assez classique, mais elle suit la mode, tout en gardant quand même un brin de fantaisie. Monsieur est un peu rond, les cheveux grisonnants. Il a mis la cravate pour faire bonne impression. Retenu une table au meilleur restaurant. Acheté une rose après mûre réflexion. Ils se sont rencontrés en ligne sur un site. Ont échangé idées, opinions, points de vue. Évoqué leurs envies de manière implicite. Confidence timide entre deux inconnus. À la fin du repas, quand on est un peu ivre de bon vin, de discours et de désirs naissants, qui des deux maintenant va prendre l'initiative de boire le dernier verre assis sur le divan? Mais du fauteuil au lit, il y a peu de distance. Madame cache un peu son corps qui a vieilli. Monsieur a traversé plusieurs mois d'abstinence, alors il a très peur d'être un peu ramolli. Quand il était ado, c'était au pas de charge qu'il honorait les filles captives de son charme. Plus tard, il a flâné dans divers paysages, cueillant toutes les fleurs que lui offraient des dames. Les tourtereaux ce soir ont fait un bel ouvrage. Ils sont heureux et fiers de s'être rencontrés. Quand se reverront-ils pour un autre voyage? Revenez dans un mois, je vous raconterai. ah, c'est génial.
Alors, J'adore. des trucs où, par exemple, j'aborde la différence d'âge, j'en ai fait, par exemple, parce qu'on parle beaucoup de la différence d'âge. Quand un monsieur est âgé à une femme jeune, tout le monde trouve ça normal. Et quand une femme vieille, enfin, ou âgée, disons, a un mari ou un amant plus jeune, oh là là, qu'est-ce qu'elle ne prend pas, la pauvre dame. C'est pas encore entré Pas rentrer encore dans les mœurs, non. Il vaut dans mieux les pas. mœurs. Et il y a encore beaucoup de critiques par rapport à ça. Oui. Après, au-delà de contexte politique, hein, mais par exemple, Ah oui, Macron, oui, le couple de Macron a débloqué quelque chose là-dessus, débloqué les critiques déjà, et puis peut-être débloquer le fait qu'on en parle. Ouais. parce que bon, moi, j'ai rencontré hein, des personnes qui étaient avec des hommes plus jeunes, mais c'est pas toujours bien perçu encore, quoi. Les mentalités ont quand même beaucoup de mal à. Oui, oui, c'est pas évident, oui, c'est vrai. Alors, ma foi, après tout, c'est pas grave. Je veux dire, les gens sont pas prêts à ça. Peut-être un jour ils le seront. C'est vrai que dans l'émission où j'ai été interviewée, il y a des femmes qui ont parlé en disant que pour elles, ça posait pas de problème et que voilà, ça se passait bien comme ça. Je suis ravie qu'il y ait des gens qui puissent en parler maintenant. Est-ce que le fait, selon toi, que la société, elle est cette espèce de carcan, empêche la femme de se libérer de ça, Que la femme. de cette notion d'âge et de dire que ben, à partir de cet âge-là, ben non, c'est pas possible. Ah oui, alors justement, je disais l'autre fois qu'au niveau des femmes, je parle au niveau des femmes, je citais l'exemple dans un livre, dans mon livre, que une femme, une amie à moi, que je ne vois plus, qui avait tout juste 60 ans et qui était une très jolie femme, vraiment une très jolie femme, qu'elle me disait, mais moi, attends, j'ai 60 ans, je n'oserais plus jamais me déshabiller devant un homme à 60 ans. Et elle était vraiment très belle. Et ça m'avait tellement choquée, je m'étais dit, c'est pas possible que quelqu'un puisse penser ça. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre comme message ben, au couple? Qu'est-ce que l'amour? Voilà, alors qu'est-ce que l'amour? Je me suis posé la question énormément de fois, j'en ai beaucoup parlé. J'ai dit, j'ai même écrit un poème là-dessus, je l'ai pas sous la main, mais où en disant l'amour, l'amour, c'est un terme générique. On dit on aime, comme j'ai dit le chocolat, on aime aller jouer à je sais pas quoi. Enfin voilà, c'est un terme générique. Mais l'amour vrai, il y a toutes sortes d'amour. Il y a, comme je dis, on aime avec son ventre, on aime avec son cœur, on peut aimer avec sa tête. Quand les trois sont ensemble, c'est merveilleux. Quelquefois, les trois sont pas ensemble. Des fois, on aime qu'avec son ventre, d'autres fois, rien qu'avec son cœur, d'autres fois, c'est l'idéal, c'est avec la tête. Et on peut aimer, on aime ses enfants, on aime ses amis, on aime ses relations, on aime les livres, on aime, enfin, on peut aimer. Le verbe aimer, il couvre énormément de choses. Par contre, l'amour, je dis l'amour, c'est un échange. L'amour dans un couple, par exemple, hein, c'est vraiment un échange. Alors, l'échange, il peut se faire à plusieurs niveaux. Moi, en revenant sur mon livre, je dirais que cet homme était quelqu'un qui disait qu'il ne savait pas aimer, qu'il ne pouvait pas aimer, qu'il était un handicapé du sentiment. Je pense que c'est pas vrai, mais il le sentait comme ça. Il disait qu'il n'avait jamais de sa vie été amoureux. C'était un peu faux, sauf que je sais qu'il a eu une ou deux histoires qui ont été importantes, mais il ne les a jamais reconnues comme des histoires amoureuses. Bon. Et comme je l'ai écrit, quand il m'a dit plusieurs fois, mais tu te rends pas compte à quel point tu es importante pour moi. Mais je dis, mais ça valait tous les je t'aime du monde, que quelqu'un qui me dise ça.
parce que c'était vraiment une déclaration sincère. Il n'employait pas le mot amour, il employait le mot amitié, parce qu'il disait que le mot amour, c'était beaucoup trop grand, c'était beaucoup trop fort, qu'on n'avait pas le droit de parler d'amour, que c'était pas normal de parler d'amour. Presque pour lui, c'était Dieu qui pouvait parler d'amour, pas les gens. Donc, lui, il parlait d'amitié, voilà. Mais en fait, donc, voilà, l'amour, c'est un peu ça. Et moi, c'est vrai que les derniers temps de sa vie, les 2 dernières années de sa vie, entre autres, autant ça avait été un peu compliqué au début par rapport à son caractère, bon, mais ça avait été les 2 dernières années de sa vie, vraiment, je crois qu'on s'aimait énormément. Alors, quelqu'un m'a dit que c'était atypique. Bon, moi je veux bien, c'était atypique peut-être, mais c'est vrai que je crois qu'on était très attachés l'un à l'autre. D'ailleurs, il me le disait avec ses mots à lui. Ouais. Moi, je faisais attention à ce que je lui disais. Et en plus, je pense qu'il l'a su et qu'il a compris. Dernières années de sa vie, il était malade. Bon, il se passait pas des choses extraordinaires, hein, mais j'avais dit, c'est pas un amour de sacrifice, c'est un amour spirituel. Enfin, moi, j'étais bien avec lui, il était bien avec moi et on s'entendait bien. Voilà. Comme il était difficile, une fois, sa fille m'a demandé si j'avais jamais eu envie de partir. J'ai dit non, j'ai jamais eu envie de partir malgré quelques épisodes compliqués. Non, parce que je savais qu'il y avait quelque chose de solide. Je me dis, je sais pas, c'est peut-être ça l'amour, je ne sais pas. Un amour qui demande rien. En vrai, c'est peut-être ça. Comme dit Brigitte. Un amour inconditionnel. Inconditionnel, voilà, c'est ça, oui. Inconditionnel. Après, il y a toutes sortes d'amour très différents. Bon, moi, j'ai eu un mari que j'aimais, mais je l'aimais pas du tout de la même manière. C'était une association, un couple solide, qui respectait l'indépendance de chacun, mais qui était pas fusionnel. Voilà. J'ai eu des amours très passionnels, des choses absolument très charnelles, très passionnelles. Bon, ça dure pas un temps fou en général, hein. Mais disons que j'ai l'impression d'avoir un peu, non pas fait le tour, on n'a jamais fait le tour, mais enfin d'avoir eu beaucoup d'expérience dans le domaine amoureux, dans le domaine de l'amour, et amical aussi. Parce que l'amitié, ça a à voir avec l'amour, c'est différent. C'est différent dans le sens où on n'a pas de relation physique avec ses amis en général. Mais on peut avoir des amitiés qui sont aussi très passionnelles, avec des ruptures, des choses qui vont pas, des disputes, des choses, voilà, bon. Et puis, moi, je me souviens, étant jeune, j'ai eu une amie pour laquelle j'avais une passion amicale. On est toujours amis. Ça fait 70 ans qu'on est amis. Ça fait un certain bout de temps. Et puis même maintenant, j'ai encore des personnes auxquelles je tiens et qui, quelquefois, bon, c'est pas facile tous les jours. Voilà, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Des fois, les choses sont mal comprises. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même, ça fait partie d'aimer. On aime. Voilà. Donc, en fait, l'idéal. Intarissable sur ce chapitre. En fait, ce que tu disais tout à l'heure, si je résume, c'est que il y a un peu, c'est un peu comme chez les Grecs, l'amour agapé, philae, eros. Oui. Et en fait, nous en France, on n'a pas de mots pour différencier ça, mais par contre, il y a des degrés en fait d'amour. Et en fait, quand tout est réuni, ben, évidemment, c'est l'idéal. Mais est-ce que c'est possible? Ça, c'est la grande question. Grande question. Oui, il y a des gens chez qui il y a des personnes chez qui c'est possible. C'est quand même classique, comme disait, comment il s'appelle, Heidegger, qui dit l'amour dure 3 ans. Oui, pendant 3 ans, des fois, il y a une passion intellectuelle, charnelle. Enfin, bon, après, c'est pas tout à fait la même chose. Après, il y a de la tendresse, de l'affection, enfin, d'autres choses qui se mettent en place. Si on n'arrive pas à passer ce cap-là, le couple se sépare, la plupart, ou alors il va vivre, disons, d'une manière pas toujours très satisfaisante.
Mais bon, oui, je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir quelque chose qui dure jusqu'à la fin de leur vie. C'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. C'est peut-être un cadeau du ciel, après tout, de pouvoir vivre ça. Et puis il y a des choses très fortes, qui sont pas censées durer, mais le temps où elles durent, c'est extraordinaire. Voilà. J'avais une question, Esther, qui t'a marqué dans ta vie Hmm. euh, en particulier. Quelque chose dans quel domaine? Un livre qui t'a Un livre, marqué. un livre qui m'a marqué. Oh, ben écoute, je vais dire quelque chose qui va sembler très bizarre. La Bible. Parce il y a tout dans la Bible. On parle de tout dans la Bible. On parle, y compris des crimes, de l'inceste, de l'infidélité, de tas de choses qui sont pas très jolies, et puis d'amour aussi, etc. La Bible, c'est vrai que ça marque. Et ton livre actuellement de chevet? Alors, c'est vrai que ça t'étonnera pas, j'aime les livres contestés et contestables. Oui, ben, je suis étonnée, c'est pour ça que Alors, je pose la question. J'attends voir. alors c'est vrai que j'ai lu Houellebecq que je déteste, je le dis comme je le pense. Sachant qu'il y avait une dame qui avait un prix Nobel, je la connaissais pas, je l'avoue. Je suis allée lire en ligne un petit peu tous ses livres. J'ai retrouvé beaucoup de choses de moi là-dedans, peut-être une façon d'écrire différente. Bon, je sais qu'elle est très contestée pour des tas de raisons qui sont pas toutes littéraires, mais voilà, ça m'a intéressé de lire ces livres. Ça m'a intéressé beaucoup. Et bien, en ce moment, imagine-toi, je lis le bouquin du prince Harry, du prince Ah Harry. oui, Parce que tout le monde en parle, oh, c'est un scandale, il a dit ci, il a dit ça. Ben, je trouve pas, enfin, j'allais dire c'est pas vrai, non, je trouve pas. Il décrit énormément de choses dans ce livre qui ne se limitent pas à ces histoires amoureuses bon, il parle beaucoup de son éducation, il parle beaucoup de quand il était à l'armée, comment ça se passait, enfin, voilà, et puis exactement ce qui s'est passé dans sa vie. Moi, je trouve ça intéressant parce que un garçon qui s'est jamais remis de la mort de sa mère, d'après ce qu'il dit, bon, c'est ce qu'il dit, hein, c'est son livre. Euh, alors, je trouve que c'est pas mal écrit, c'est un récit, hein, c'est un récit. C'est bien écrit. Maintenant, il y a une traduction, hein, il n'a pas écrit en français, donc la traduction a l'air d'être bien. Euh, c'est intéressant de savoir que cet homme-là dit oh c'est un prince, ben oui c'est un prince, mais c'est pas évident d'être un prince. Et pour lui c'est une vie très difficile que d'avoir été un prince. Voilà. alors, Ça m'intéressait de savoir ça. Brigitte nous dit Brigitte Giraud. Qui c'est Euh, Brigitte Bardot? ben, c'est le prix Nobel. Ah non, elle s'appelle Annie Ernaux. Non, Annie c'est Ernaux. Annie Ernaux. Annie Ernaux. Euh, ouais, Annie Ernaux. Et ah oui, alors Brigitte Pradosi, est-ce que c'est lui qui l'a écrit? À propos du prince Harry, ben j'en sais rien. Je me suis posé la question aussi. Ça a l'air d'être lui, mais on ne sait pas. Hein. Il a peut-être pas écrit tout seul non plus. Hein. Je sais pas. Bon, enfin, le livre est pas mal écrit. Il est facile à lire. Donc Je sais pour pas. clôturer, moi, je voulais parce que ça, on a un temps imparti en fait qu'on doit respecter sur parce qu'après pour télécharger c'est compliqué quand c'est donc ton livre L'homme qui part aux éditions Nombre 7 comme d'autres ouvrages que tu as écrits Voilà. disponibles donc partout en ligne en numérique Oui. sur Amazon sur la Fnac, enfin bon tous Oui. les grands magasins. En numérique, c'est surtout sur Amazon ou sur Nombre 7, mais c'est surtout, oui, sur Amazon, ben oui, je sais, c'est peut-être pas tellement l'idéal d'aller toujours sur Amazon parce que, bon, il y a des contestations aussi, mais c'est pratique. Voilà. Mais on peut télécharger, voilà, il n'y a aucun problème, oui. Puis sinon, on peut l'avoir en librairie, dans n'importe quelle librairie, on peut l'avoir, il suffit de le commander. Édition Nombre 7. Ah, Le mot de la fin, Régine? Le mot de la fin, Régine? Le mot de la fin, eh ben, je dirais que le mot de la fin,
Eh ben, il n'y a pas de fin. Parce que finalement, la vie apporte de temps en temps des choses qui sont quelquefois très difficiles à vivre, quelquefois magnifiques. On hésite des fois entre l'envie du suicide et l'envie de connaître d'autres choses. Ça dépend. Ça dépend des moments aussi. Et puis, il y a une curiosité dans la vie. Je pense qu'il y a une curiosité envers les choses, envers les gens. Je donne juste un exemple. Euh, je n'ai absolument pas peur de mourir. Je me dis que ça arrivera un jour. J'ai 77 ans. Bon, je suis dans une case où il y a déjà pas mal de gens qui sont partis. Euh, ce qui m'embête bien là d'histoire, je ne sais pas si on pourra aller vivre sur Mars. Et j'aurais bien aimé savoir si on arrivera à aller sur Mars et à aller vivre sur Mars. Voilà, des choses dans ce genre. Je me dis, j'aimerais bien savoir la suite. Restons donc, le mot c'est restons curieux. La curiosité, l'empathie peut-être, enfin, le besoin de comprendre. C'est dans mon ADN. J'ai besoin de comprendre les choses, de comprendre les gens. Euh, Peut-être que je suis un peu bizarre quelquefois, peut-être que je suis un peu originale. Il y a des gens qui aiment et d'autres pas. Bon, c'est pas grave. Mais oui, moi j'ai besoin de comprendre. C'est pour ça que je suis devenue psy d'ailleurs, hein, parce que et encore j'ai pas tout compris loin de là, hein, parce que comprendre les autres, ça exige un travail considérable, mais se comprendre soi-même, c'est quasiment impossible. Alors, voilà. Bon, eh ben écoute, en tout cas, moi je te remercie infiniment, Régine, d'avoir accepté ce live d'auteur aujourd'hui. J'invite les personnes qui le souhaitent à te lire et à découvrir tes ouvrages qui témoignent quand même d'un parcours de vie, mais aussi d'une époque et de sujets de société, voilà, qui sont importants quand même au quotidien. Oui, bien sûr. Mais je te remercie, Pascal. D'autant que je suis pas très à l'aise avec Messenger, alors bon, là, ça va à peu près. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, Régine. À bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir été en ligne. Merci. Merci à tous ceux qui ont participé.